Bonjour à tous. Responsabilité des plateformes, l'Union européenne a-t-elle pris le sujet par le bon bout? Ce sera le sujet, nous, à la une de Smart Tech aujourd'hui. On aura aussi rendez-vous avec le biomimétisme. Vous savez, c'est comment la nature, en fait, inspire l'innovation. On va s'intéresser plus particulièrement à la structure du pollen. Mais d'abord, 3 questions sur les startups industrielles. C'est tout de suite dans Smart Tech. Pour parler des startups industrielles, j'ai convoqué ce matin, mais à distance, Patrick Villermoz. Bonjour. Merci beaucoup d'être connecté avec nous. Vous êtes le directeur général de Polyméris, qui est un pôle de compétitivité en Bourgogne-Franche-Comté, dédié au caoutchouc, plastique et composite en France et à l'international. Je dois dire que c'est même le seul pôle en France sur les polymères et matériaux avancés. Alors, il y a quelques jours se tenaient dans votre région, à Dijon, les assises nationales des startups industrielles. Ma première question, très simple, peut-être pas si simple que ça finalement, mais qu'est-ce qu'on appelle une start-up industrielle et est-ce que c'est différent des autres start-up? Il y a différentes typologies, mais il y a des sociétés nouvelles, comme les sociétés de high-tech ou de deep-tech qui sont en création et qui portent des technologies, mais c'est aussi couvert par des sociétés plus anciennes qui sont sur des phases des nouveaux axes de recherche et développement et des relais de croissance et qui ont investi dans la R&D pendant un certain temps et sont sur des phases vraiment d'industrialisation et d'accès à leur marché ou à des marchés nouveaux. Donc, ce que vous appelez une start-up industrielle, c'est pour son industrialisation à elle, ou c'est parce qu'elle travaille pour l'industrie? Parce qu'elle va développer des produits ou des services qui exigent de maîtriser des moyens industriels qui sont de nature diverse, qui peuvent faire l'objet de partenariats, de sous-traitance, d'investissements divers, mais qui exigent des fonds, des financements, des savoir-faire, et qui, au-delà des savoir-faire, on va dire, dans des phases amont de preuve de concept, et que c'est dans ces phases-là que effectivement il y a un verrou à traiter sur le volet financier, mais aussi sur le volet des moyens de ces entreprises pour répondre aux attentes de leurs clients. Mais là, on a l'impression que vous nous parlez de deep tech ou alors plus tellement de start-up finalement, d'entreprises qui sont en phase de devenir des ETI, des PME peut-être? Tout à fait, mais ça peut concerner des sociétés qui sont déjà anciennes, mais vraiment sur des domaines nouveaux. On le constate dans le secteur que vous évoquiez tout à l'heure, des sociétés qui sont historiquement sur des domaines plutôt traditionnels, dans l'automobile, dans l'emballage, et qui aujourd'hui travaillent avec nous sur les grands enjeux de la transition numérique, de la transition écologique, sur le recyclage, sur des développements de nouveaux matériaux, sur des solutions pour l'électrification ou sur l'hydrogène par exemple. Donc c'est vraiment des mutations qui peuvent concerner des entreprises qui étaient préexistantes ou des startups peuvent venir très très récentes qui elles sont sur plutôt des innovations de rupture. Et alors quels enseignements vous tirez là de ces assises qui se sont tenues à Dijon? Je dirais que c'était très, très instructif de voir qu'on avait les mêmes constats que l'on a fait nous dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, des secteurs de l'aéronautique, des secteurs du médical, qui butent et dont les entreprises butent sur dans les mêmes situations, les mêmes verrous. À la fois en particulier, un des points qui était largement débattu, c'est le phasage entre la stratégie de ces entreprises, de ces nouvelles entreprises ou de ces entreprises en mutation et leurs partenaires financiers qui n'ont pas toujours les mêmes vocabulaires, les mêmes temps caractéristiques, si vous voulez. Et il faut arriver à combiner ces deux intérêts croisés pour mettre en place ces projets nouveaux. Et vous avez le sentiment que ça évolue dans le bon sens? Comment est-ce que vous voyez les choses se profiler pour les mois qui viennent? Alors, il y a une prise de conscience, c'est vrai dont on se félicite de la part du pouvoir public, de l'État et des régions, en particulier dans le cadre de France 2030, où les startups industrielles ont été identifiées comme vraiment un axe majeur
pour l'industrie française et pour l'économie française. Donc on a des outils qui sont disponibles et qu'on active dans notre cas. Et puis d'autre part, on a la communauté des investisseurs privés, du monde du capital de développement qui commence à constater que c'est des domaines industriels qui sont des temps plus longs que comme vous disiez, de la deep tech ou des industries numériques, par exemple, mais qui sont pertinentes pour elles aussi. Et donc, il y a un alignement qui se fait progressivement, tant du point de vue privé que public. Merci beaucoup, Patrick Vimos, de nous avoir permis d'avoir cet éclairage sur les startups industrielles. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Polyméris. Merci encore. On enchaîne, nous, dans Smart Tech, avec notre débat sur les plateformes et l'Union européenne. C'est parti pour notre débat. L'Europe a-t-elle pris le sujet de la responsabilité des plateformes par le bon bout? Autrement dit, avec ses règlements, l'Union européenne réussira-t-elle à faire plier ces géants du numérique, notamment sur le respect des données personnelles, la transparence des algorithmes, la libre concurrence, la protection des consommateurs et puis la lutte contre la haine, les trafics. Alors on a bien aujourd'hui des textes pour tout ça, mais sont-ils applicables? Que peut faire le politique finalement face à la position de force, autant économique, technologique que sociétale, de ces plateformes? Pour en parler en plateau avec moi, Bernard Benamou. Bonjour Bernard. Bonjour Lucie. Secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, vous avez exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l'Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l'Économie et du Numérique, 2007-2013. Vous savez ce que c'est en politique d'adresser ces sujets du numérique. Disons que c'est devenu beaucoup plus important ces dernières années, mais oui, déjà. Et Olivier Itéanu, maître Itéanu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle défense et fondateur de Itéanu Avocat, cabinet dédié aux droits des nouvelles technologies et de l'information, et puis l'auteur de plusieurs livres. On peut citer le dernier, Quand le digital défie l'état de droit, paru chez Erol. On est en plein dans notre sujet. Je voulais commencer par vous faire réagir par un mème, le mème cet été, publié par Elon Musk, que je n'ai pas trouvé particulièrement drôle, personnellement. En fait, c'est une insulte qui vise directement Thierry Breton, qui était encore commissaire européen, il faut le rappeler, à l'époque. Voilà, tout en disant qu'évidemment, il n'oserait jamais faire quelque chose d'aussi grossier. Il publie ce mème où l'on peut lire « Go fuck your own face », qui peut dire, voilà, issu d'un film. Allez vous faire voir. Voilà, alors c'est une référence, évidemment, comme tous les mèmes. Absolument. Très bien, donc on peut trouver ça drôle, mais enfin, c'était quand même à la suite d'un rappel à l'ordre du commissaire européen sur le respect nécessaire des plateformes au règlement, le DSA, le Digital Services Act, qui est entré en vigueur le 17 février 2024. Alors, est-ce que cette réponse d'Elon Musk montre que finalement les plateformes peuvent outrepasser nos règlements ou bon, c'est la provoque d'un Elon Musk qu'on connaît et qui ne veut pas dire grand-chose finalement? Qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, c'est un problème qu'on traîne avec nous depuis l'arrivée d'Internet dans le grand public. Il faut savoir que la première décision qui a été jamais rendue par un tribunal sur Internet a été aux États-Unis. C'est la Cour suprême qui l'a rendue et qui a annulé un texte de loi de Bill Clinton qui s'appelait le Decency Act. C'est le premier texte. Donc, on traîne avec nous ce problème-là depuis maintenant bientôt 30 ans. Et je vous donne simplement un rappel que tout le monde a entendu. C'était le hashtag Un bon juif sur Twitter. Lorsque les organisations antiracistes ont simplement demandé à la justice de faire injonction à Twitter de les aider à identifier les auteurs de contenus manifestement illicites, Twitter a refusé au motif que son serveur était basé en Californie. Donc on a ce problème-là. C'est simplement la redondance de ce comportement qui avait tendance un peu à diminuer, mais qui existe toujours. Et on peut se dire qu'avant, on n'avait peut-être pas forcément les bons outils, justement, face à ces plateformes, alors que là, on se sentait armé, équipé de nos DMA, DSA. On avait des outils, mais par exemple, le fait qu'une entreprise comme Twitter, ou une plateforme comme Twitter, ou d'autres, refusent de coopérer avec la justice, c'était 1 an de prison et 75 000 € d'amende en 2013. Et donc, on avait la possibilité d'agir, on ne l'a pas fait. Pourquoi ça, je me le demande encore. Donc c'est une question de volonté. Les outils étaient là, ils sont bien meilleurs aujourd'hui avec le DSA, il faut le dire, et grâce à Thierry Breton.
mais il va falloir quand même faire preuve de volonté. Et ça, c'est ça la question aujourd'hui. C'est la volonté politique. Bernard, comment vous avez réagi, vous ? Alors, d'abord, malheureusement, en ce qui concerne Elon Musk, plus rien ne nous surprend. C'est-à-dire les outrances des textes, et on a encore vu récemment pour Taylor Swift des textes, mais d'une vulgarité et d'une bassesse, qui sont, j'allais dire, d'inspiration trumpienne évidente. Mais fondamentalement, j'allais dire, on vient de parler de droit, et notre excellent Olivier a eu l'occasion effectivement d'en parler. Je crois qu'il y a d'abord de la politique. C'est-à-dire que le rapport de force politique, c'est ce qu'a tenté de faire Thierry Breton durant son mandat, malheureusement, trop rapidement écourté, puisque son départ n'augure pas de bonnes choses par rapport à ces questions dans les temps à venir, montre qu'il s'agit d'un rapport de force politique. C'est-à-dire, peut-on imposer à ces plateformes des choses avec comme ultime recours, ce que l'on a vu d'ailleurs pour Telegram, des menaces quasiment physiques. Avec là, en l'occurrence... Une arrestation, finalement. Une arrestation, une assignation à résidence, avec tous les risques que ça comporte. Et en allant même au-delà, et on l'a vu aux États-Unis pour TikTok, c'est-à-dire la possibilité d'interdiction. Sachant que politiquement, vous vous doutez bien, quand il s'agit de TikTok aux États-Unis, c'est 300 millions d'utilisateurs, je crois. 150 millions d'utilisateurs, donc un Américain sur deux quasiment. On voit bien effectivement que c'est prendre un risque de retour de flamme politique qui n'est pas évident. En France, même chose, quand il est question effectivement d'interdiction ou de blocage de tel ou tel site. Et on a vu les réactions justement pour la Nouvelle-Calédonie quand on a bloqué TikTok. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette puissance sociétale aussi des plateformes qui jouent contre le politique. Ils ont une force finalement. De frappe politique du fait de leur empreinte sur les sociétés occidentales, dont ils profitent, dont ils abusent. Je parlais de TikTok, moi j'ai eu l'occasion de le dire encore récemment lors des États généraux de l'information, je suis favorable à une interdiction de TikTok au vu des risques de manipulation politique de la plateforme en Europe, pas simplement en France, un peu comme pour RT et Sputnik, qui l'ont été au niveau européen pour des canaux de télévision. Je pense effectivement qu'il y a un moment où nous, démocratie, devrons nous défendre réellement. Et il est clair, effectivement, que l'application des textes dont on parlait, DSA, DMA, AIA pour l'intelligence artificielle et d'autres, il y en a beaucoup d'autres encore, partiront d'une volonté politique. Et jusqu'où ira-t-on ? Sachant que les textes, eux, permettent effectivement d'aller, entre guillemets, vers les extrêmes, jusqu'où ira-t-on ou pas dépendra d'une volonté politique. Alors après, la question de l'interdiction, on sait très bien dans le numérique comme ça peut ne pas être efficace du tout. Mais je voulais vous interroger sur la partie juridique quant à l'arrestation justement de Pavel Durov, le patron de Telegram, qui a jugé que c'était tout à fait absurde de l'arrêter, que c'était pas la bonne personne finalement. Hein. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il est responsable de ce qui est publié sur son réseau ? Alors, Telegram n'est pas responsable comme toutes les plateformes et tous les services, je dirais de plein pied, hein, il n'est pas responsable. Mais par contre, à partir du moment où il a connaissance d'un contenu manifestement licite, ça veut dire pédophilie, ça veut dire trafic de drogue, ça veut dire tout ce qui est attentatoire à la loi, dès qu'il en a connaissance, il doit agir promptement pour le retirer. Donc, l'Europe a donné un avantage à toutes ces plateformes en façonnant, en construisant un système de responsabilité limité. Ils ne sont pas responsables directs, mais s'ils ont connaissance, ils doivent retirer. Et surtout, il y avait un deal qui a été fait avec les plateformes. On vous donne une responsabilité limitée. En échange, vous devez coopérer avec notre système judiciaire, c'est-à-dire avec notre état de droit, c'est-à-dire là où se trouvent des débats, parce que avant d'interdire, il y a un débat devant un juge. Okay ? Or, le problème de Telegram, c'est qu'il refuse la coopération judiciaire. Et ça, c'est inadmissible. Et un état de droit, une démocratie comme la nôtre, comme le sont tous les pays européens, ne peuvent pas accepter ça. Donc oui, il fallait faire... On a parlé de Twitter à l'instant. Mais lui, à titre individuel... est directement responsable. Il est responsable, in fine, de bien cette société, sûr, il l'est. Bien sûr. J'ai parlé d'1 an de prison et 75 000 € d'amende, ça s'adresse à lui. Et c'est lui qui fera, c'est pas l'entreprise qui fera de la prison, c'est bien lui à titre personnel. Donc c'était ce qu'il fallait faire. Mais c'est ce qu'il fallait faire il y a 20 ans ou 30 ans. Et l'autre problème, si vous me permettez, en 2 mots, Bernard parle de rapport de force, il a raison, politique. Moi, je dis qu'on pâtit aussi de l'absence de solutions alternatives. Quand les plateformes qui sont offertes au public, c'est YouTube, Google, c'est Facebook, États-Unis, et c'est TikTok, Chine, et on peut ajouter Twitter, où sont les Européens ? Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, les mots sont forts, il ne faut peut-être pas utiliser trop fortement, mais il y a une prise d'otage possible. Vous ne voulez pas de nous ? Mais qu'est-ce qui va se passer avec les millions et les millions d'Européens qui sont sur nos services ? Ça, c'est un problème. On l'a vu avec le Brésil et Twitter, enfin X, ex-Twitter.
Elon Musk a bombé le torse, a dit même pas mal, et au final, il est revenu au Brésil et il a suivi les injonctions de la justice brésilienne. Donc, d'une certaine manière, alors je suis entièrement d'accord sur l'idée que l'absence de compétition européenne est une lacune grave et que la meilleure façon de nous protéger, y compris dans nos droits humains, c'est d'avoir une politique industrielle. C'est pas une chose évidente, vous savez, pour le politique, de comprendre que c'est pas le droit qui protège les individus, leur liberté, mais c'est aussi une compétition industrielle, donc effectivement une politique de développement européen. Ce que vient de dire Mario Draghi, très justement dans son rapport remarquable, que je vous invite à tous à lire, sur le fait de financer à hauteur de 800 milliards par an les industries de pointe européennes, en lieu et place, effectivement, de quelques mesures de saupoudrage telles qu'on a pu les connaître. Et j'en sais quelque chose pour avoir été au contact régulièrement de la Commission et des instances européennes. On voit bien qu'il n'y avait pas de politique industrielle. Quelque part, il y avait un laisser-faire sur le mode « le privé se débrouillera ». Non. Les Américains, les Chinois financent massivement leurs entreprises de manière directe et indirecte. Les lois américaines sur le Inflation Reduction Act, sur le CHIPS Act, tout ça a pour but d'aider à développer par de l'argent public les entreprises américaines. Nous n'avons pas voulu faire la même chose. Nous avons été les benets de la classe ultralibérale. Nous le payons. Il est temps de revenir vers une vision un peu plus keynésienne de l'économie, qui protégera aussi nos libertés. Créer un réseau social, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est quand même de ramener sa communauté. On a un réseau social français, d'ailleurs, Biréal, qui marche très bien à l'international. Je vais citer, on va dire, celui qui est le plus connu. Mais... Bon, je sais pas, Elon Musk, par exemple, il est allé par un chemin beaucoup plus court, il a racheté Twitter. Bon, alors il faut avoir aussi les moyens. Est-ce que c'est par là que ça passe ? Moi, je voulais quand même qu'on se recentre aussi sur cette réglementation, sur ces textes qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on est quand même pionnier, non, en matière de réglementation et de tentative de régulation du marché du numérique dans le monde. Il y en a qui vous diront ça, on a elle trop de réglementation. C'était ma question. Non, mais sur le DSA, moi je salue le DSA. Oui, je salue le DSA parce que la situation, elle est celle-là. On n'a pas de plateforme européenne. Dans le livre que vous avez cité, que j'ai écrit le dernier, quand le digital défie l'état de droit, je dénonce un système qui a été mis en place pour éviter notre système juridique. Et je termine. Le dernier mot du livre, c'est le mot paix. Ouais. La paix. Parce qu'on est dans une société qui est agitée, où on peut diffamer, injurier, et tout ça a des conséquences sur le fonctionnement de la société. Donc, le DSA est un bon texte. Je ne sais pas s'il sera appliqué à la lettre avec le départ de Thierry Breton, mais la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont identifié 17 plateformes, grandes plateformes en ligne. Vous avez donc de TikTok jusqu'à... On en a 25 aujourd'hui, je crois, qui sont considérés comme étant... Et en plus, effectivement, il y a eu d'autres qui ont été décidés. Et puis, il y a deux moteurs de recherche que tout le monde connaît, Google Search et Bing. On va réguler, ils vont réguler ces plateformes. Ça va se faire dans des bureaux, dans les débats, peut-être pas devant les juridictions. Et puis il y a une sanction jusqu'à 5% de chiffre d'affaires annuel mondial. Donc ça, ils comprennent. Ce rapport de force-là, ils comprennent. Ouais. Mais le droit ne peut pas tout. C'est l'avocat qui le dit. Le droit ne peut pas tout. Il faut une politique publique. Évidemment. Il faut une politique publique. La commission Barroso a une énorme responsabilité. Peut-être ce qui nous aiderait, c'est pour ça que je vous lance sur l'idée de pionnier en matière de réglementation, peut-être ce qui nous aiderait, c'est que d'autres prennent le même chemin. Attendez, parce que si ces réglementations et cette tentative de régulation s'appliquent aussi au niveau plus international, aux États-Unis, est-ce que là, on ne peut pas commencer à avoir des effets ? Deux choses. D'une part, on a déjà des lois extraterritoriales. Nous nous plaignons des lois extraterritoriales américaines quand il est question de surveillance, avec la loi FISA, mais nous avons des lois extraterritoriales. Le RGPD a déjà une portée bien au-delà des frontières de l'Union européenne, voire même d'inspiration de plein de textes, enfin de beaucoup de textes, dans près de 34 pays et territoires dans le monde, au-delà de l'Union. Donc on a déjà cela. Sachant que plusieurs autres dispositifs européens s'appliquent, y compris pour des entreprises qui veulent fusionner aux États-Unis. Donc le fait de le vouloir, c'est ce que disait très bien Olivier, on verra qui est à même d'aller jusqu'au bout. Est-ce que l'absence de Thierry Breton sera déterminante ou pas dans les poursuites antitrust ? Vous avez vu récemment, Google a porté effectivement une action devant la Commission européenne contre Microsoft pour abus de position dominante. On voit bien effectivement qu'il faudra effectivement que ces sujets soient suivis et donnent lieu effectivement à une action déterminée. Mais sans, et j'y reviens, sans la possibilité de développement de technologies alternatives, en particulier pour l'IA, puisque je suis d'accord, aujourd'hui, recréer
from scratch, pour parler en mauvais français, des réseaux sociaux ou des plateformes telles qu'elles existent n'a pas de sens. On l'a vu dans le passé, les tentatives de recréer qui des moteurs de recherche, qui des réseaux sociaux, ex nihilo, n'existaient pas. Non, il faut que sur les prochaines générations de technologies, nous ne soyons pas entièrement dépendants. Et c'est le problème de recréer une situation de duopole comme on risque de l'avoir avec Google, Microsoft autour de l'IA, serait pour nous dévastateur sur les 20 ou 30 ans qui viennent. Moi, je Paradoxalement, on a besoin des plateformes aussi quand même. Vous avez besoin des plateformes pour faire respecter la loi. Bien sûr. Si on parlait de leur coopération nécessaire. Bien sûr, d'ailleurs, ça a été mis en place par le DSA. Ce qui est demandé aux plateformes, c'est de mettre en place des formulaires électroniques qui vont être gérés, vers lesquels les éventuelles victimes de contenu du site pourront se tourner pour signaler les plateformes. Nous, depuis que le DSA a été entré en vigueur début 2024, on a procédé, sur le fondement de l'article 16 du DSA, à ces notifications, et ça semble marcher avec les très grandes plateformes. Oui. Les autres, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une position d'attente pour savoir si ça... Mais ça semble... Pourquoi ? Parce qu'il y a la menace de la sanction financière qui est derrière. Mais je ne crois pas du tout que, malheureusement, les États-Unis évoluent. C'est dans leur constitution, le free speech. Donald Trump, s'il est élu, a dit que lui, c'était le champion de la liberté d'expression. J'ai pas l'impression qu'au camp démocrate, on a envie de faire évoluer les choses non plus. Mais c'est cette attitude qui est complètement déraisonnable, irresponsable, qui fait partir les jeunes en Syrie quand ils voient des vidéos sur YouTube. Nous, on le sait, ça. Parce que ça, c'est notre croyance. C'est qu'entre la pensée, la parole et l'acte, et en particulier la parole publique, eh bien, il y a un passage très facile. Et donc, à partir où la parole publique est une parole haineuse, il ne faut pas s'étonner qu'on a des actes haineux contre des personnes ou des groupes. Ce lien. Et cette opposition liberté d'expression et responsabilité des plateformes, elle occupe complètement le débat aujourd'hui. Complètement. Mais le problème, c'est qu'elle ne l'occupe pas par hasard. Il y a un point qu'on n'a pas encore soulevé. Et ce sera le dernier, d'ailleurs. C'est que ces plateformes sont l'objet d'une guerre, on parle maintenant de guerre hybride ou guerre cognitive, animée par des entités ou des États hostiles. Et quand on voit effectivement des propos qui auparavant n'auraient été vus que par quelques centaines de personnes, qui peuvent être amplifiés artificiellement vers des centaines de millions, ça fait partie intégrante des guerres auxquelles nous avons à répondre aujourd'hui. Nous sommes la proie et la victime. Et donc, à un moment donné, soit nous faisons en sorte de nous en rendre compte et de combattre ces entités et les différents outils qu'elles utilisent, soit nous considérons que le principe des États démocratiques aura une date de péremption. Ce n'est pas exactement le souhait que je peux espérer pour nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous. On arrive à la fin de ce débat, mais évidemment, il va continuer. Je vous réinviterai avec grand plaisir. Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Maître Itéanu, qui est responsable du pôle défense et fondateur du cabinet Itéanu Avocat. Merci encore. Merci. C'est notre rendez-vous avec la nature. Comment la nature est source d'innovation. On en parle tout de suite avec Quentin Amsalem. Bonjour Quentin. Bonjour. Ravi de vous retrouver en plateau. Ingénieur projet chez Bioxégie. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est le pollen. C'est le pollen et la vitamine B9. Alors, il n'y a pas grand-chose qui les lie, finalement, ces deux choses. Mais il faut partir d'un problème, c'est celui de la vitamine B9. C'est une vitamine qui est très fragile. Pourtant, on en a besoin pour la croissance de nos tissus, pour la croissance générale des enfants, par exemple. Or, c'est une vitamine qui est très fragile, c'est-à-dire que sous l'UV, sous des hautes températures, sous certains environnements acides, elle va être détruite. Donc, comment faire en sorte de réussir à ce que notre corps l'assimile ? C'est ça toute la question. Et c'est là que va intervenir le pollen. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui est... il y a une structure particulière qui va nous permettre de résoudre ce problème de la vitamine B9 fragile ? Exactement. Et cette structure, on va la trouver dans le pollen. Pourquoi ? Parce que finalement, le pollen, son objectif, son rôle, c'est de transporter de l'information génétique de la plante. C'est finalement une gamète mâle, c'est elle qui va venir féconder les cellules reproductrices femelles. Et ces informations génétiques-là, il faut les protéger. Et c'est justement la structure du pollen qui va protéger ces informations des agressions extérieures, qui sont exactement les mêmes que la vitamine B9. C'est l'UV, c'est la température et c'est certains polluants. D'accord. Et alors, comment elle est faite, cette structure ? Comment est faite cette structure ? C'est là, finalement,
tout notre métier chez Bioxégie, c'est de faire des liens entre des mécanismes biologiques et un besoin industriel. Et on s'est rendu compte que le pollen avait une structure très intéressante en plusieurs couches. Chacune avait des rôles particuliers. La première couche, l'intine, elle a un rôle bien particulier pour la germination. Il y a une deuxième couche qui s'appelle l'exine, qui a un rôle mécanique, de protection mécanique et de protection contre les UV. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est assez incroyable, mais l'exine est composé d'un biopolymère qui est très performant mécaniquement, quasiment aussi performant que le bois, on s'en rend compte quand même. Le but du jeu, c'est d'utiliser cette couche protectrice du pollen. Alors on a deux façons de le faire. Soit on s'intéresse au matériau et à sa structure et on essaye de faire la même chose, soit on va l'utiliser carrément. C'est-à-dire qu'on va vider le pollen de son information génétique et on va utiliser sa coque vide, finalement, sa peau extérieure, pour protéger notre vitamine B9 et faire en sorte que, quand elle va être protégée dans le pollen, elle arrive à résister à l'UV, aussi aux environnements acides de notre estomac pour qu'elle puisse être libérée dans le sang et du coup qu'on arrive à profiter de la vitamine B9 qui aura été protégée. Ça veut dire que c'est un enrobage qu'on retrouve Exactement. aujourd'hui. C'est un enrobage qu'on appelle dans l'industrie encapsulation. Donc on va encapsuler la vitamine B9 dans du coup la couche extérieure du pollen, qui sera plus du tout problématique en termes d'allergie ou quoi, parce que y a plus de protéines, il y a uniquement une couche de biopolymère qui va être détruite par le sang et comme ça va pouvoir libérer dans le sang, donc là où on veut, les vitamines B9 et éviter les carences qui peuvent être assez problématiques parce qu'elles peuvent créer des maux de tête, même parfois des dépressions, des anémies. Donc on a trouvé une solution industrielle à cette fragilité naturelle de la vitamine B9. Et ça, on peut l'utiliser dans plein d'industries, oui. Dans la pharmaceutique, donc on vient d'en parler, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire. Si on veut réussir à transporter des compléments alimentaires, par exemple, jusqu'aux intestins et les faire passer par l'estomac, qui a un environnement assez acide, on va pouvoir faire ça, que ce soit l'alimentation humaine ou animale. On pourrait même penser à la cosmétique, d'ailleurs. C'est exactement la même chose. Oui. Oui. Donc voilà, on voit des débouchés industriels énormes sur cette solution bio-inspirée. Et donc là, on est encore au stade de la recherche. Même plus que ça, il y a des articles scientifiques qui décrivent très bien ces phénomènes, mais il y a aussi une entreprise qui s'appelle Soropomex de mémoire, qui propose ce service-là d'encapsulation de substances grâce à des grains de pollen. Donc c'est quelque chose qui est mature et qui est industriel aujourd'hui et qu'on peut utiliser. Super intéressant. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. Quentin Salem, je rappelle que vous êtes ingénieur projet chez Bioxégie. Et puis, merci à vous de nous suivre avec fidélité sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast et puis nous regarder en replay si vous n'avez pas pu attraper cette édition à la télé. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.